Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast. C'est le 50e. Thibaut est avec moi. Comment ça va, Thib? Ça va bien, content de te retrouver. Content de te retrouver. J'ai l'impression qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps, en effet. Ouais. Et alors, pour le 50e, pourquoi ne pas discuter des années 50? Ce serait une bonne idée. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a, comme d'habitude, 10 œuvres au total. Et on va commencer avec un film, cette fois-ci. Et Thibaut, je te donne la parole. Tu voulais parler de Marty Supreme. Oui, alors plus trop besoin, je pense, de présenter le film désormais, puisque tout le monde en a un peu entendu parler. Je vais quand même un peu retracer l'histoire rapidement. Qu'on est au début à Manhattan, dans les années 50. Je pense qu'on commence en 1952. Et on retrouve Marty Moser. Donc c'est un jeune homme ambitieux, mais il est juste vendeur de chaussures. Et à côté de ça, il est passionné, vraiment fou de tennis de table. Sauf qu'à l'époque, le tennis de table aux États-Unis, pas vraiment un sport très, très populaire, très tendance. Donc il n'y a pas non plus d'argent. Donc commencer à vouloir percer là-dedans s'avère a priori très compliqué. Mais Marty, c'est un jeune homme extrêmement ambitieux qui croit très très fort en lui. Il veut devenir une star, il veut devenir le meilleur, concourir à des championnats. Et donc pas juste être bon, c'est vraiment devenir une légende, son objectif. Et donc il fait tout pour y arriver. Donc on retrouve vraiment un jeune homme extrêmement ambitieux, donc très égoïste, disons-le. Il se moque complètement des autres, y compris d'éventuelles compagnes ou quelque chose comme ça. Il peut leur arriver le pire, c'est pas trop son problème. Lui, son objectif, c'est d'être le meilleur. Alors, pour ce faire, donc, il va parfois fréquenter aussi des milieux un peu bizarres, où on est un peu avec la mafia. Et voilà, est-ce qu'il va finalement arriver à son rêve? C'est un peu la question du film. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse parce que forcément, le film a concouru aux Oscars et Timothée Chalamet n'a pas remporté l'Oscar. Pourtant, il a longtemps été cité comme favori. Mais il semble qu'il ait peut-être un peu agacé les votants par sa campagne de promotion où il s'est beaucoup mis en scène. Mais peu importe finalement la récompense, il est clair qu'on retrouve là une prestation tout à fait marquante. Et c'est un film qui méritait de toute façon, un film pour lequel il méritait certainement une récompense. Parce que je trouve que le véritable tour de force du film, c'est de réussir à nous rendre peut-être sympathique un personnage tout à fait antipathique. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, arriviste, prêt à faire des salles pour arriver à ses fins. Mais à côté de ça, on a quand même envie un peu qu'au fond, ils parviennent, ils réussissent. Et donc, c'est ça qui rend le film passionnant. Alors, ça, c'est un premier aspect, mais la deuxième chose qui rend le film extrêmement passionnant, c'est l'énergie, ça déménage. Donc, on a un film qui dure près de 2h30 et qui parle de ping-pong. Si on le présente comme ça, c'est clair que ça donne peut-être pas très envie, mais en pratique, c'est tellement enlevé dans la mise en scène qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Moi, je suis toujours très circonspect devant les films longs, j'ai toujours peur de m'ennuyer, et ici, pas du tout, on ne voit pas le temps passer. Et ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est un film d'auteur, donc j'ai peut-être oublié de dire que c'est Josh Safdie qui l'a réalisé, pas un réalisateur vraiment très connu, c'est surtout des courts-métrages qu'il a réalisés jusqu'ici, mais a priori, c'est pas la grosse production hollywoodienne qu'on va retrouver c'est pas le blockbuster. Tant comme le film est bien monté et voilà, plein d'énergie, je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut plaire au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment un film qui peut, je pense, être conseillé à peu près à tout le monde et avec une grande qualité quand même dans l'écriture, dans l'interprétation, dans le montage. Je voudrais ajouter encore peut-être que c'est basé sur la vie d'un véritable joueur de ping-pong, donc qui a vraiment existé, qui s'appelait aussi Marty, mais son nom de famille, j'ai oublié. Alors on pourrait dire aussi, ouais, c'est juste un simple biopic. Non, c'est pas un simple biopic parce que précisément, on s'écarte assez fort de la réalité pour les besoins de la narration, pour les besoins du film. Donc c'est avant tout un bon film. Et d'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été très présenté comme étant inspiré d'une histoire vraie. Pour reprendre un peu le thème de notre podcast précédent, on l'a avant tout présenté comme un film sur un jeune homme qui veut devenir le meilleur joueur de ping-pong, de tennis de table. Voilà. Alors, j'ai aussi eu l'occasion de le voir. Et pour moi, un thème sous-jacent, ce serait aussi une audace toxique. Presque. Parce qu'on peut le voir à chaque tour, il n'hésite pas, il vendrait père et mère simplement pour peut-être soit avoir un billet d'avion pour aller au Japon pour essayer de jouer au ping-pong, soit pour obtenir un financement pour
l'une chose ou l'autre. Il essaye à chaque fois, c'est un petit peu Johnny les bons plans. Donc il essaye, ou les mauvais plans, les plans un peu foireux, si je peux me permettre le terme. Il parvient notamment à séduire une femme en créant des histoires un petit peu qui marchent un peu sur la tête, mais il y parvient. Donc il trouve une audacité, peut-être que j'ai même toxique, qui est peut-être typique des États-Unis, qu'on voit un peu moins ici, que certaines personnes essayent d'émuler. Ici en Europe, on parle du fait qu'il faille oser beaucoup plus. Là, c'est vraiment l'exemple d'un gars qui part presque de rien et qui essaie de se créer et de devenir une légende. Alors, petit point aussi de détail, la bande son est anachronique, donc on a beaucoup de la musique des années 80 et bizarrement ça accompagne super bien le film. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette musique, alors qu'on n'est pas c'est pas la musique des années 50 et puis 60. Je trouve que ça apporte de nouveau un dynamisme au film et c'est assez bien vu, c'est audacieux, nouveau, et ça fonctionne vraiment bien. C'est vrai qu'il fallait peut-être quelque chose de très rock'n'roll pour que ça suive. Je n'ai pas les titres en tête, mais je vois ce que tu veux dire. Très bien. Et puis, mais alors, pour rester sur cette sous-catégorie, la deuxième partie, peut-être jeunesse, étant donné qu'ici on parlait de partie suprême qui devait avoir aux alentours de la vingtaine, je voulais parler de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Alors ici, ça a été publié en 1954. C'est son premier roman et ça a immédiatement attiré l'attention du niveau de la maturité et du ton. Alors, un petit résumé sans spoiler, on va suivre Cécile qui a 17 ans. Elle passe l'été sur la côte d'Azur avec son père. C'est un quotidien qui est assez léger, donc il y a absence de contraintes, elle peut sortir, elle rencontre des gens, liberté quasi totale. Il se retrouve de temps à autre pour soit nager dans la crique qui est pas loin, déjeuner sur la terrasse en plein soleil. Et on va trouver quand même que c'est un équilibre qui est assez fragile parce qu'à partir d'un moment, il va y avoir l'arrivée d'Anne, une femme qui est cultivée, qui est bien structurée et qui va vraiment bouleverser cet équilibre. Elle incarne un petit peu la mère que Cécile n'a pas, donc c'est une mère qui n'est pas présente. Je ne me souviens plus si c'était suite à un décès prématuré. Et alors, il va y avoir une sorte de triangle avec pas mal de tensions, avec l'arrivée d'un jeune homme que Cécile apprécie, et tout cela tourne rapidement, si je me rappelle bien, une sorte de couple qui vont se faire face, se donner les répliques avec un certain niveau de tension. Donc, j'ai trouvé ça impressionnant quand on parle de la maîtrise de l'écriture, étant donné que ça a été écrit, je crois qu'elle avait 17-18 ans. Donc, il faut quand même bien se dire que avoir un style aussi épuré et qui touche dans le mille, donc on retrouvait évidemment cette approche d'innocence et de liberté jeune adolescent. Donc, ça, c'est quelque chose qui passait assez bien. Elle raconte du vécu, donc on le voit assez bien, mais le livre a du sens, il y a une certaine cohésion, c'est pas trop long non plus, donc on aurait peut-être pu tomber dans certaines largeurs, mais ici c'est quelque chose qui est quand même assez compact et dense. Une très belle découverte de mon point de vue, je connaissais de nom, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais approché, donc que je peux recommander si on veut découvrir Françoise Sagan. En tout cas, c'est devenu un classique. C'est encore donné, je pense, dans les écoles, mais surtout en France. Et ça s'est vendu très rapidement, en fait. Donc, il y a eu un succès critique, ça c'est sûr, et puis public. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui ont été vendus, avec un premier roman écrit à, comme tu l'as dit, 17-18 ans, donc en tout cas encore mineur, une jeune femme encore mineure. C'est quand même assez interpellant, assez remarquable. C'est ça, remarquable. Exactement, avec d'ailleurs un film qui est sorti en 2024, je ne me trompe pas. Donc, Ah oui, il a été adapté je au savais pas qu'il y cinéma. avait, je savais pas. Je pense pas qu'il ait fait beaucoup de bruit. Il a une note assez moyenne, mais il y a une sortie. Ouais. Mais alors, pour peut-être changer de sous-thème, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale et le liseur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, donc ça, il s'agit d'un livre de Bernard Schlink qui est sorti en 1995. C'est un écrivain allemand. Bernard Schlink est aussi juriste et professeur de droit. Et on retrouve dans son œuvre souvent des questions de responsabilité, de justice. Et ça, ce sont vraiment deux thèmes du liseur, comme je vais pouvoir l'expliquer dans quelques instants. Et alors, juste peut-être introduire de nouveau le liseur qui est donc sorti en 1995, qui a 30 ans on va dire, et qui est là aussi en fait devenu un grand classique qui est souvent donné à l'école, célébré un peu partout dans le monde, donc pas uniquement en Allemagne. Notez aussi qu'il a été adapté en film avec Kate Winslet. Donc de quoi s'agit-il ici? En fait on retrouve un jeune garçon, Michael, qui a 15 ans lorsqu'il rencontre Anna, une femme d'une trentaine d'années, plus âgée que lui, qui l'initie un peu au plaisir de la chair, dirons-nous, mais il y a un rituel très particulier dans leur relation, c'est que avant qu'il commence à faire l'amour, à chaque fois, il doit lui faire la lecture à voix haute. Et ce rituel comme ça, est répété systématiquement. Et autant
peut-être que Anna semble parfois un peu détachée, autant Michael vraiment est très marqué par cette relation. Et puis un jour, en fait, Anna disparaît du jour au lendemain, sans prévenir. Des années passent, Michael, donc il est devenu étudiant en droit, et or il la retrouve sur les bancs des accusés lors d'un procès où on juge en fait des criminels nazis. Il est un peu surpris, donc elle est jugée évidemment pour des crimes, mais elle se défend très très mal. Elle cherche pas vraiment à se justifier, et il va peu à peu, petit à petit comprendre en fait ce qui s'est passé, le secret un peu qu'elle cachait. C'est pas très très long le liseur, c'est pour ça aussi que ça peut être donné sans doute en classe. C'est assez simple à lire, c'est très très fluide. De ce point de vue-là, ce sont aussi des éléments à mettre à l'actif du livre. Mais surtout, évidemment, ce qui est important ici, c'est qu'il va traiter de questions morales. Alors, ça ne se voit peut-être pas directement avec le résumé que j'ai fait ici, mais évidemment, je ne peux pas en dire plus, sinon ce serait révéler un peu trop l'intrigue. Mais ce qui est certain, c'était que les questions de culpabilité, de responsabilité et de ce qu'on peut comprendre en fait quelqu'un qui aurait commis certaines choses. Et tout ça aussi dans le contexte évidemment de l'Allemagne d'après-guerre. On essaye justement de passer aussi à autre chose, de juger vraiment les choses telles qu'elles se sont passées, et cette volonté en tout cas de droit d'inventaire et de volonté en tout cas de ne pas cacher les choses, mais vraiment de comprendre et de voir, juger ce qui s'est passé. Ce qui est bien aussi dans le roman, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple aux questions qui sont posées. Et donc, toute cette réflexion autour de la notion de vérité, de comprendre ce qui a pu se passer, de comprendre même le mal finalement, et tout ça en fait est vraiment sublimement traité, je trouve. Et moi, c'est clairement un des romans. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre en fait. C'est un des romans, je pense qu'il faut avoir lu dans sa vie. Et voilà. Donc ça, c'est une lecture qui m'a vraiment marqué. Le film est, je pense, assez fidèle à l'œuvre, donc pas grand-chose à en dire. Mais le livre, en tout cas, très certainement à lire. Et d'ailleurs, moi, j'en ai lu un autre depuis. J'en ai racheté un récemment du même auteur. Donc moi, c'est du coup un auteur que j'ai envie de continuer à lire. D'accord. Je le connaissais sous sa version au ciné, mais là, je dois dire que l'auteur ne me dit rien du tout. Est-ce que tu conseilles donc d'autres livres? Tu as acheté lesquels? Je pense que j'ai lu de lui Olga, si je me souviens bien. Et celui que j'ai racheté récemment, ça doit être un de ces derniers, mais donc ça, il est sur une pile quelque part, je ne sais plus dire. D'accord. C'est vrai qu'écrivain allemand, ça fait un moment que je n'en ai pas lu, mais intéressant, je prends note. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer maintenant? Et alors, donc, pour rester peut-être sur ce thème de la Seconde Guerre mondiale, je voulais parler du livre Le pays des autres de Leila Slimani. C'est sorti en 2020. Alors, Leila Slimani, on la connaît pour Chanson douce et Le Jardin de l'Ogre, notamment. Ici, c'est donc un livre qui arrive, ce n'est pas son troisième, donc il y a eu quelques livres entre-temps. Et on va se retrouver dans la France et le Maroc aux alentours des années 50. Amin est un soldat, il vient du Maroc, il a aidé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est pendant ce conflit qu'il a l'occasion de rencontrer Mathilde en Alsace. Ils vont tomber amoureux, ils décident de se marier et après la guerre, il l'emmène avec lui au Maroc pour vivre une nouvelle aventure. Et donc on va suivre ce roman qui s'inscrit vraiment dans un contexte du protectorat français au Maroc avec leur histoire en parallèle. Amin va tenter de vivre une histoire à succès au retour de la guerre sur des terres qu'il vient d'hériter de son père, avec une certaine promesse, de devenir une sorte d'agriculteur à succès, un peu l'équivalent des agriculteurs grands propriétaires terriens aux États-Unis. Il veut faire comme les colons français qu'il a comme voisins, mais c'est une ambition qui en fait va le ronger. Donc on va voir que malheureusement, petit à petit, il se rend compte que ces terres sont très peu fertiles. Il va y investir beaucoup de temps et d'argent avec des bénéfices et vraiment un retour sur investissement assez limité. On va nous donner quelques détails sur son exploitation, le genre de pousses ou de fruits qu'il va tenter de planter, les changements de plantation notamment. Mais tout cela, toute cette obsession va le ronger, va commencer à détruire un peu son amour qui était léger au départ. On va suivre la naissance et l'enfance de 2 enfants dans le couple. Mais il faut aussi replacer ça dans le contexte des années 60 où il y a une poussée, une volonté d'indépendance assez importante. On va parler d'attentats, d'enlèvements de Français et de colons de manière générale sur place. Il y a une anecdote aussi assez intéressante, si on peut dire. On parle des papiers d'identité qui doivent être faits ou refaits pour une épouse, mais étant donné que certains maris ne veulent pas dévoiler leur épouse, sur beaucoup de papiers d'identité, il n'y a pas de photo, il y a simplement une description écrite de l'épouse. C'est assez spécifique aussi de lire ce genre de détails. Et alors,
ce qui est intéressant aussi de voir, c'est un peu le conflit interne au Maroc, où il y a une volonté d'indépendance des habitants vis-à-vis de la France, tandis que les femmes elles-mêmes restent oppressées et ne sont pas indépendantes. Donc on a comme ça deux luttes à l'intérieur du pays qui sont en opposition. Et petit à petit, cette pression sociale, économique et politique va amener Amine à presque menacer sa famille, la mettre en danger. Donc c'est intéressant de comprendre ce genre de dynamique de manière générale, avec le personnage de Mathilde qui petit à petit perd de sa fraîcheur, de sa bonne humeur, et peut-être telle une rose commence à faner, si on peut dire. Donc je trouve que le niveau point fort, il y avait une certaine richesse dans le contexte historique, une complexité des personnages, même si on parle peut-être un peu trop, ou on voit un peu trop le point de vue des enfants, je n'ai pas toujours trouvé que ça apportait quelque chose au récit. Et alors les points plutôt limités, c'était un rythme qui parfois était un peu long, avec des passages qui n'apportaient pas toujours, donc j'en parlais, le passage avec la vie des enfants, qui se rendent compte qu'ils sont métis et qui essaient aussi de trouver leur identité dans un pays qui est en pleine tension sociale. Donc je dirais que c'est intéressant comme document historique, mais c'est peut-être pas son meilleur nom. Inspiré donc de l'histoire de sa propre famille, à Leila Slimani. Ça, je ne connais pas le contexte. Oui, si je me souviens bien, oui. Et c'était aussi le premier d'une trilogie. Il y en a au moins un deuxième qui est sorti après. Je ne suis pas sûr que tu vas te précipiter vers celui-là alors. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça qui m'a étonné. C'est bien que tu en parles parce que j'ai lu par hasard que c'était le premier d'une trilogie, comme tu disais. Je n'étais pas extrêmement tenté de continuer l'aventure, mais je peux comprendre maintenant pourquoi l'autrice a passé en revue la vie des enfants, étant donné que Regardez-nous danser, qui est le suivant, devrait sûrement parler de la vie et l'évolution de ces enfants. Moi, ça m'attire quand même assez bien, je dois dire. Donc, même si c'est pas un mauvais livre, mais... voilà, tu n'es pas à le recommander là, peut-être. Moi, je pense quand même un jour ça finira sur ma table de nuit. Je veux dire, j'ai peut-être été trompé. Je me suis lancé dedans en pensant que c'était un livre sans suite, et le fait d'avoir été peut-être baladé vers l'univers des enfants, leurs problèmes, sans savoir que c'était pour préparer une suite, m'a peut-être un peu dérouté. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'en parler à ce moment-là, en pensant que c'était un livre unitaire, sans trilogie. Et donc voilà, mais tu m'en diras plus, type, si un jour tu le lis. Ça marche. Ouais. Alors, pour continuer, on va peut-être passer du côté des États-Unis maintenant, si je ne me trompe pas, avec Brooklyn. Des États-Unis, oui, pas tout de suite en réalité, parce que Brooklyn commence tout d'abord en Irlande. Il s'agit d'un roman de Colm Tóibín, un écrivain irlandais majeur. Même si moi je le découvre seulement avec ce livre, il est maintenant quand même assez connu. Bon, avant d'être romancier, il a été journaliste et récemment, il a sorti un livre qui s'appelle Long Island. On a beaucoup parlé et qui, en fait, hasard du calendrier, est la suite de Brooklyn, qui est pourtant sorti donc en 2009, traduit en français en 2010. Donc, allez, à peu près 15 ans plus tard, il a écrit une suite à ce livre. Alors, donc, au départ, on est dans les années 50 en Irlande, dans une genre de petit village, et on suit en fait Elis, c'est écrit E-I-L-I-S, Elis, j'imagine qu'on dit. Elle a commencé en fait des études de comptabilité, ce qui est déjà pas mal pour l'époque pour une femme. Et malheureusement, en fait, sur place, il n'y a pas vraiment de perspective. Et donc, elle n'a pas de travail, si ce n'est aider comme ça le dimanche à la petite épicerie du coin, où elle dépend d'une dame qui est très à cheval sur certaines choses, sur les règles, qui en plus fait des différences entre les clients, préfère certains par rapport à d'autres, prétend qu'il n'y a plus de tomates quand il y en a encore si elle n'aime pas le client. Donc voilà, un travail qui n'est clairement pas à la hauteur de ses ambitions, mais pour Elis, pour l'instant, en tout cas, ça semble lui convenir. Elle mord sur sa chic. Mentionnait qu'elle vit encore chez sa mère et elle a une sœur qui, elle, a aussi, je ne sais plus exactement quel genre d'études elle a fait, mais en tout cas a un travail de bureau et donc peut travailler. Sa sœur, Rose, justement, qui est beaucoup plus affirmée, moins introvertie que Elis, la pousse à vouloir un peu mieux dans sa vie. Et pour ce faire, peut-être que l'opportunité, c'est de partir aux États-Unis. Et grâce à l'aide d'un prêtre, elle obtient cette opportunité, elle prend le bateau, va vivre aux États-Unis, où on lui a trouvé directement une place dans une pension. Enfin, en fait, il s'agit d'une maison d'une femme qui a 5 jeunes filles chez elle, maison qui est devenue trop grande pour elle, et donc elle en profite pour les louer. Et en même temps, elle a directement travaillé aussi comme vendeuse dans un magasin de vêtements, mais avec quand même des perspectives de faire autre chose. Et d'ailleurs, en parallèle, elle va étudier la comptabilité locale en cours du soir. Et
commencer à vivre sa vie là-bas aux États-Unis, à Brooklyn. C'est difficile évidemment au début, parce qu'elle a le mal du pays, ne connaît personne sur place. Même si la langue est la même, elle se sent un peu étrangère à tout ce qui est autour d'elle. Mais bon, elle finit par s'adapter et elle, dans son travail, ça se passe plutôt bien. Les cours se passent bien, elle réussit ses examens, elle rencontre un garçon et je vais m'arrêter ici. Alors, c'est un roman assez fluide, hein, donc ça se lit, l'écriture est simple, ça se lit de manière très très fluide, comme ça, très très claire, pas d'effet de style, pas de rebondissement spectaculaire, et voilà, le thème évidemment du livre, on l'aura compris, c'est l'exil, et aussi un peu l'identité, puisque elle cherche finalement aussi un peu à se construire, cette Élise, à se construire elle-même. Après, moi je trouve que c'était un petit peu limité, parfois un peu trop simple. Voilà, c'est très très classique en fait. Hein. Le petit reproche que j'ai, c'est ça, c'est un peu trop de classicisme dans la manière dont c'est raconté, dont c'est écrit. Comme il n'y a pas d'effet même dans l'histoire, pas de gros effets de manche. Mais voilà, on sent parfois un petit peu venir les choses. Mais il n'en reste pas moins que c'est un portrait d'une jeune fille. Ça parle de conditions féminines dans les années 50 et ça permet de parler aussi de la difficulté pour une femme de trouver du travail en Irlande à cette époque-là. En fait, des Irlandais qui se sont exilés de toute façon aux États-Unis ou même ailleurs, c'est pas la première, c'est un phénomène bien connu. Et donc, ça permet aussi finalement d'illustrer, j'ai envie de dire, l'histoire avec un grand H qu'on connaît déjà. Voilà, ça manquait un peu d'aspérité peut-être. D'accord. Est-ce que tu conseillerais d'autres livres de Colm Tobin? Mais c'est le premier que j'ai lu. Ah, donc, moi, je pense quand même que je lirai bien la suite parce que il y a une vraie fin à ce livre-ci, mais quand tu sais qu'il y a une suite, tu te dis peut-être qu'il va se passer des choses encore après. Et il n'y a rien à faire, quand même, on s'attache à certains personnages aussi. Et même si je dis c'est un peu classique, on a un petit peu envie de savoir ce qui va leur arriver après. D'accord. Et tu disais qu'il y a une vraie fin, mais c'est une fin qui reste ouverte, qui permet. Mais disons qu'en fait, l'histoire s'arrête parce qu'elle ne se finit pas par la mort de l'héroïne, par exemple. Donc voilà, il y a moyen, il y avait certainement moyen de faire quelque chose après, mais ça pouvait se terminer sur la note qui avait été définie dans le premier roman. D'accord. Et la suite s'appelle comment? Long Island. Ah, Long Island, c'est justement celui-là. C'est sorti en 2024. D'accord, il a fallu quand même attendre 15 ans. Oui, je ne sais pas s'il avait en projet vraiment d'écrire une suite. Hein. Peut-être qu'il aimait vraiment bien son personnage et qu'il s'est dit qu'il le reprendrait. Je ne sais pas, j'ai pas du tout, j'extrapole complètement là, mais j'ai pas cherché. Peut-être question difficile, on parlait de trilogie. Est-ce qu'il se peut que ça prenne place en trilogie? Je ne sais pas du tout. D'accord, très bien. Mais alors, pour rester aux États-Unis, je souhaiterais parler maintenant de Atlas Shrugged, qui en français est traduit comme La Grève. Ça, c'est un roman de Ayn Rand. Alors, pour une introduction rapide, ça a été publié en 1957 par Ayn Rand. C'est vraiment un roman fleuve qui va mêler une intrigue à la fois économique, un certain côté mystérieux, une réflexion philosophique, et qui aussi pourrait marquer comme ça les bases d'une pensée qu'on pourrait dire objectiviste, et je vais un peu expliquer. Alors, l'histoire, sans trop de spoilers, on est dans l'Amérique qui est en crise. L'industrie et l'économie commencent à s'effondrer progressivement sous le poids de règles de régulation qui sont de plus en plus lourdes et oppressantes. Les entreprises vont fermer, les infrastructures se dégradent, il n'y a plus du tout d'investissement et il y a un certain niveau de méfiance générale qui commence à s'immiscer dans le monde au niveau social, au niveau économique. Et alors là-dedans, on suit Danny Taggart, qui est une dirigeante d'une compagnie ferroviaire, qui, elle, tente de maintenir son réseau en état, malgré tous ces obstacles. Et elle est très fière de pouvoir s'appuyer sur des individus qui sont compétents, passionnés, mais tout cela a lieu dans un environnement politique et social qui valorise vraiment le contrôle plutôt que l'innovation. Donc on a vraiment déjà ce genre de mise en miroir où on va voir l'interventionnisme de l'État par rapport à tout ce qui est la mouvance libertarienne de laisser-faire et de non-interventionnisme. Alors, en parallèle de tout ça, quelque chose d'assez troublant, il y a beaucoup d'esprits qu'on pourrait dire comme étant extrêmement brillants qui commencent à disparaître mystérieusement. On parle ici d'industriels, de scientifiques, de créateurs. Tous abandonnent le monde sans explication. Soit ils décident d'arrêter de travailler, soit ils disparaissent. Et cette disparition progressive mène petit à petit à un chaos qui commence à s'épandre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va parler de lutte économique, de débat idéologique, et essayer de comprendre aussi l'origine de cette disparition avec l'idée principale qui est derrière le titre, Atlas Shrugged, donc la grève. Alors pourquoi Atlas Shrugged? Il faut imaginer se rappeler de Atlas qui porte le monde sur son dos, et c'est l'idée shrug,
C'est l'idée d'un simple soubresaut, un soulèvement d'épaule, to shrug, qui fait tout trembler, tout vaciller. Alors ici, c'est intéressant pour un peu comprendre de quoi il retourne. C'est l'idée libertarienne. Et si on pense notamment à Musk, même Trump, on aimerait un pays avec un État qui a une taille minimale, très peu interventionniste. Et l'idée qui est avancée, c'est que quelques génies ou quelques industriels font tourner la machine. Sans eux, il ne se passerait presque rien. Alors ça, c'est pour l'idée derrière le livre. Le roman a ses limites. Donc la première, c'est le fait que le roman soit extrêmement long. Donc on parle de 800, 1000 pages, si je ne me trompe pas. Donc ça reste très long. Et il y a pas mal de digressions aussi. Et puis, il est difficile de s'attacher aux personnages. On a parfois l'impression qu'ils ne sont là comme des porte-voix idéologiques, simplement pour débiter ce que Ayn Rand ou le mouvement objectiviste essaie de nous faire comprendre ou essaie de faire passer comme idée. Ça reste intéressant comme idée, comme approche, très radicale de ce point de vue-là. Et c'est un livre, si je ne me trompe pas, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, presque autant que la Bible. Mais je pense également qu'il n'a pas été terminé par tant de monde, étant donné la longueur et peut-être les digressions et un format idéologique un peu poussif et forcé peut-être. Moi, je n'avais jamais entendu parler et apparemment, en t'écoutant et en regardant un peu à côté, effectivement, apparemment, ça a eu un très très gros impact aux États-Unis. C'est un roman très marquant et pourtant, chez nous, c'est devenu, voilà, c'est complètement inconnu. Et je lis, bon, j'avoue, c'est tiré de la notice Wikipédia tout simplement. Mais apparemment, en français, il n'a existé qu'une seule traduction incomplète pendant très très longtemps et c'est seulement en 2011 qu'il y a eu voilà, une vraie traduction officielle. Alors, je sais pas, ça explique peut-être le fait que ce soit complètement... Enfin, j'ai l'impression que c'est complètement inconnu chez nous. Je parle peut-être au nom de... au nom de certaines personnes, mais voilà, je n'ai vraiment jamais entendu parler. Il faut dire que le format en lui-même est assez indigeste. Peut-être que les éditeurs ils gagneraient à le diviser en plusieurs parties. Ça pourrait être une idée. Mais c'est vrai, le fait qu'il n'ait pas été traduit complètement, c'est... Oui, mais bon, après, des romans de 800 pages, ça existe. Hein. Enfin, John Irving fait ça parfois. Donc, toi, tu vas trouver ça trop long, visiblement. Oui, je l'ai lu aux alentours de l'année 2015-2016. Et puis en anglais, je l'ai trouvé trop long évidemment. Et le côté fictionnel n'était pas assez prenant non plus. Je trouvais qu'il y avait des parties qui semblaient un peu forcées et à chaque fois essayer de découvrir que pas mal de personnages étaient simplement n'avaient aucune âme, si on peut dire, et répétaient simplement comme des perroquets les idées idéologiques. Donc ça pourrait peut-être être un point faible du livre. Mais ça vaut sûrement le coup comme idée de le passer en vue. Donc ça c'est pour Atlas Shrugged, donc la grève. On va parler maintenant, on va utiliser la catégorie influence slave. Tu souhaitais parler de l'affaire Boyarsky. Boyarsky, oui. L'affaire Boyarsky, en effet, c'est un film qui est sorti très très récemment, ici en 2026, en France. Est-ce que Boyarsky, déjà, c'est un nom qui te dit quelque chose? J'ai dû regarder, j'ai vu qu'il avait des ancêtres polonais. Non, pas du tout. Oui, moi non plus, je ne connaissais pas. Et pourtant, c'est l'histoire d'un homme qui a réellement existé et qui a fait des choses tout à fait étonnantes. Donc en fait, c'est un ingénieur polonais qui a fui la guerre, qui est venu s'installer en France. Pendant l'occupation, il participait un peu à des trafics de faux papiers ou des choses comme ça. Et après la guerre, en fait, c'est un peu compliqué parce que pour lui, il aimerait... En fait, comme je disais, c'est un ingénieur et c'est quelqu'un de très intelligent et qui a plein d'idées d'invention. Et donc, il veut vraiment déposer le brevet de ses inventions. Il a même, alors je ne sais pas si c'est avéré, mais en tout cas, il montrait l'invention d'une espèce du stylo bille, donc le bic qu'on connaît. Il avait inventé apparemment quelque genre là aussi. Il veut aller déposer le brevet. À chaque fois, on lui refuse parce que il n'est pas français. Donc c'est à cause de sa nationalité en fait qu'il a du mal en fait à s'insérer dans la société. Donc il enchaîne un peu les petits boulots. Et puis un jour, en fait, il fréquente quand même des milieux un peu interlopes. Et il y a un gars qui lui propose comme ça de fabriquer des faux billets. Bon, alors il accepte au début. C'est un peu, de nouveau, il n'a pas de travail fixe, donc que peut-il faire d'autre? L'argent doit bien rentrer. Il est avec une femme, il va avoir un enfant, donc voilà, il faut qu'il puisse vivre. Et il s'avère en fait qu'il est extrêmement doué pour fabriquer des faux billets. Et c'est quelqu'un d'aussi extrêmement malin, c'est-à-dire qu'il fabrique ses faux billets, il ne va pas commencer à tous les écouler au même endroit en même temps. Il va s'arranger pour en laisser un à telle boutique, un à telle autre, changer de ville à certains moments quand il y a des gros achats à faire, ce qui fait que la police en fait se rend compte qu'il y en a un problème avec un trafic de faux billets. Mais c'est très difficile de mettre la main sur les faussaires puisque en fait d'où ça part,
n'arrive pas à le déterminer. Alors la Banque de France essaie de réémettre de temps en temps des nouveaux billets, soi-disant incopiables, une sécurité de 100%, et à chaque fois, il parvient quand même à les copier de manière parfaite. Et en fait, aussi, c'est un peu un artiste, parce qu'il se passionne vraiment pour ça, quitte à parfois, en fait, c'est plus la beauté du jet, parce que est-ce qu'il cherche à devenir extrêmement riche? Non, parce que s'il commence à être extrêmement riche, ça va attirer l'attention, donc jamais acheter de grosses voitures ou d'énormes maisons. Lui, en fait, ce qui l'intéresse plus qu'autre chose, c'est l'art en lui-même faussaire. C'est moi je veux faire de beaux billets et même de meilleurs billets, de plus beaux billets que les vrais. Donc c'est tout son côté artiste. Le film retrace très très bien en fait le process sur comment est-ce qu'il parvient en fait à créer ces billets. Et en parallèle, en fait, il y a l'enquête criminelle de la police. Donc, Bojarski, il est interprété par Reda Kateb et le policier qui le traque, c'est Bastien Bouillon. Et voilà. Et alors, histoire, on dirait, une histoire tout à fait étonnante et comme je disais, histoire vraie en fait. Bon, certainement qu'il y a des éléments qui sont romancés, mais néanmoins, à la fin du film, on retrouve quand même l'atelier de ce Bojarski. Et voilà, le film, visiblement, s'est vraiment inspiré de la réalité dans tous les machines, les outils que lui-même a dû créer pour pouvoir faire ces billets. C'est assez incroyable et ça démontre en fait toute l'inventivité, tout l'esprit inventif du personnage qui est assez fascinante, quoi. Mais le film, évidemment, en cela, c'est passionnant, mais pour moi, ça illustre aussi une chose, c'est de la difficulté de s'insérer dans la société quand on est étranger à ce moment-là, dans les années 50 et puis un peu dans les années 60. Et donc, voilà, le personnage en lui-même ne serait pas spécialement sympathique. On voit que c'est quelqu'un d'assez secret. D'ailleurs, pendant le temps qu'il créera ses faux billets, sa femme n'en saura rien. Il aura créé un atelier dans lequel elle ne rentre pas. Plutôt aussi, elle rentre dans la première partie de l'atelier, mais dans la deuxième qui est masquée, c'est un trou dans le mur qui est masqué par une espèce d'armoire. Donc elle n'en saura jamais rien. Et apparemment, c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Donc voilà, je trouve qu'il y a un potentiel romanesque formidable et qui rend le film du coup assez passionnant. Alors que on pourrait se dire c'est juste un type qui fabrique des faux billets, mais c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, donc c'est sorti début 2026, c'est déjà un très bon film. Ah, très bien, tu m'apprends quelque chose. J'espère qu'il sortira aussi par ici parce que ça me tente. C'est un film français donc de Jean-Paul Salomé. Je ne sais pas non plus s'il a fait énormément d'entrées, donc voilà, je ne sais pas il sera peut-être disponible sur plateforme quelque part. Mais voilà, parce que voilà, c'est pas le film qui a été montré comme étant une grosse sortie. Voilà, je ne sais pas s'il va s'exporter facilement. D'accord. Et dans le rôle principal, un acteur connu? Donc oui, Reda Kateb. D'accord, que je ne connais pas. Une vraie gueule de cinéma, j'ai envie de dire. Moi, je l'avais vu dans En Thérapie, la série d'Arte, où il jouait le rôle je pense qu'il travaillait pour le GIGN ou quelque chose comme ça, où il était rentré au moment des attentats du Bataclan en France. Rôle déjà très très marquant. Il a joué aussi dans un film plus médical. C'est un acteur de composition qui est très bon aussi dans Les Promesses avec Isabelle Huppert, où il était l'assistant, on va dire, de la mère, qui est interprété par Isabelle Huppert, qui était très très bien, où il était très très bien de nouveau. Très très bon acteur en fait. D'accord, très bien. Alors pour rester dans le monde d'influence slave, je voulais parler du livre Le Fracas du temps de Julian Barnes. Alors si je ne me trompe pas, c'est un livre que tu n'as pas lu. Non, j'ai pas lu, mais j'adore Julian Barnes, donc je vais t'écouter attentivement. Alors, ce sera sans spoiler, mais donc le livre est partagé en 3 parties et on commence directement avec une scène. On suit un homme qui attend près de l'ascenseur. Il est au 5e étage et il attend comme on attend au pied de l'échafaud. Cet homme, on va comprendre plus tard, c'est Dmitri Shostakovich, compositeur. Et les services du gouvernement de Staline sont en fait sur le point d'arriver. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Et cette scène initiale va directement poser une sorte de peur constante dans laquelle va vivre cet artiste, une peur qui est, étant donné le régime stalinien, presque banalisée. Mais si on peut simplement faire quelques pas en retrait et parler de son crime, de quoi s'agit-il? En fait, c'est le fait d'avoir écrit une partition de musique qui, au départ, a été acclamée par la critique et puis, d'un jour à l'autre, a été jugée décadente. On parle notamment dans la critique d'une sorte de fracas d'instruments, ronflement de marteau-piqueur. Sa partition est critiquée de cette manière. Et donc en fait, tout allait bien jusqu'à ce que cette œuvre soit descendue dans un article du journal Pravda, le journal du parti, et tout cela a changé la donne. Donc on voit qu'une carrière, au départ, fonctionnait très bien, est totalement réduite à néant d'un jour à l'autre sous le coup de quelques lettres imprimées dans un journal. Et ce qui est intéressant, c'est d'aussi voir à ce niveau-là le changement et le vent qui tourne du point de vue des critiques
au départ, on l'encensait et d'un jour à l'autre, les critiques qui l'encensaient commencent à suivre la nouvelle critique et le nouveau point de vue de la rédaction de Pravda et se mettent et sautent un petit peu sur le train de cette critique négative et vont le descendre à nouveau et tout le monde trouve qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on dirait vraiment une musique de marteau-piqueur, que c'est indigne du peuple soviétique. Ça, c'est pour la première partie. Dans la deuxième partie, on parle toujours du même artiste, mais on découvre une seconde partie de sa vie, un voyage en avion. Et ici, c'est l'artiste qui est présenté et qui est en fait utilisé comme dans une vitrine. Donc, c'est montrer un artiste à succès, un artiste venant de l'Union soviétique. On l'envoie aux États-Unis, on l'envoie faire des tournées en Europe. C'est la fierté. On sent à travers le livre cette blessure qui reste, cette peur qui demeure cependant, et peut-être même la honte et le manque de respect qui lui a été fait, jusqu'à la troisième partie qui est aussi une réflexion à nouveau dans un autre mode de transport. Donc à chaque fois on parle d'un mode de transport, il y avait l'ascenseur, l'avion, maintenant c'est le taxi, avec pas mal de flashbacks, des phrases qui pourraient un petit peu mener à confusion. Donc, il y a certaines phrases qui sont comme ça déposées dans le récit, qui restent assez ouvertes, qui manquaient peut-être un peu de contexte. Donc, ça pouvait peut-être troubler. Il faut peut-être avoir des références aussi historiques ou géographiques pour bien tout saisir. De manière générale, j'ai trouvé que c'était une œuvre intéressante, étant donné que c'est presque une biographie, avec aussi Barnes qui se place dans la tête de l'auteur et qui n'hésite pas à se moquer du régime de l'époque, en utilisant des surnoms qui sont empruntés notamment à d'autres dictateurs et dictatures de manière générale. Et le point principal, c'est pas mal de réflexions, de monologues internes, où on va avoir une sorte d'introspection sur ce qu'il aurait dû faire différemment, la place de l'art sous l'oppression, peut-être des phrases ou des approches, des réflexions sur l'art vers la fin un peu simplistes et très générales. Mais de mon point de vue, le point positif, ce serait quand même la tension psychologique et la peur, surtout de la première partie, que j'ai trouvé peut-être la plus forte du roman en soi. Donc tu conseilles? Je le conseillerais quand même, oui. C'est aussi un compositeur que je ne connaissais pas. Je ne pense peut-être très rapidement, mais je n'aurais pas pu citer ses œuvres. Ça reste intéressant. Peut-être que tu connais une valse, non? Tu iras peut-être écouter après. Mais moi, je connais chose. Il a composé d'autres choses, mais moi, je connaissais pour sa valse en fait. D'accord. Il faudrait que je regarde. Est-ce qu'il y a une référence en particulier? La valse numéro 2? J'imagine que c'est ça. D'accord, il faudra écouter, j'en prends note. Qui apparemment a été utilisée, si je ne me trompe pas, par Stanley Kubrick dans Ice White Shot. Alors là, on clôture la partie influence slave et on va passer sous une catégorie que tu appelles Cozy Mystery. Oui, en fait, c'est une petite friandise, on va dire, pour la dernière œuvre que je vais présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une série, une fois n'est pas coutume, je parle rarement de séries. En français, elle a été traduite sous le nom Comptine mortelle, adapté d'un livre du même nom, Comptine mortelle, mais il s'agit au départ d'un livre d'un Britannique, Anthony Horowitz, qui s'appelle Magpie Murders, donc les meurtres de la pie. Une traduction est un peu étrange, je dois bien dire. Je trouve que, surtout après avoir vu la série, que voilà, il reste sans doute. Je trouve que conserver le titre, en tout cas choisir une traduction littérale du titre aurait été sans doute un peu mieux, mais je referme la parenthèse, c'est pas là le plus important. Alors donc Anthony Horowitz, je disais, c'est l'écrivain. Alors moi je connaissais ce monsieur parce qu'il a écrit pour la jeunesse. Donc moi quand je ne me rappelle plus comme ça, mais mon frère ou moi avons certainement eu des livres de lui. Je pense que c'était vraiment un peu policier comme ça, donc pour la jeunesse. Mais alors, il écrit pas que pour la jeunesse, il écrit aussi donc pour les adultes, notamment ce livre. Et c'est lui qui a créé la série aussi. Donc c'est vrai que c'est un homme qui, comme ça, est assez éclectique, en tout cas, qui a réussi à s'imposer finalement à la fois à la télé et en littérature, parce que je pense que c'est pas la première fois en fait qu'il crée quelque chose pour la télé. En tout cas, je pense qu'il a déjà écrit des scénarios ou des choses comme ça. Donc ici, c'est le créateur de la série. C'est une série BBC, je pense qui date de 2022, 6 épisodes, 50 minutes, 1 heure, donc mini-série plutôt. Et de quoi il s'agit dans cette série? En fait, on est sur 2 époques. On est à la fois époque contemporaine, donc à peu près maintenant, on va dire. On suit une éditrice, Suzanne. Voilà. Elle travaille comme ça avec un auteur à succès qui s'appelle Alan Conway, qui fait des romans policiers, qui met en scène un détective qui s'appelle Atticus Pound, et cet Atticus Pound est en fait un détective dans les années 50.
Et donc, voilà, la série commence quand elle reçoit le manuscrit de son dernier roman, auquel il manque le dernier chapitre. Donc, évidemment, qui a tué? C'est un peu toute la question. Le seul problème, c'est que l'auteur est retrouvé mort. Il se serait suicidé. Donc, deux choses finalement, presque deux enquêtes en même temps. Où est ce dernier chapitre et qui a tué s'il n'est pas mort d'un suicide. Donc évidemment, elle va lire elle aura lu le roman, mais donc elle va essayer de le relire pour comprendre. Mais elle se dit qu'en fait, cette enquête de Atticus Punt, elle ressemble un peu à ce qui se passe. Voilà. En tout cas, il y a peut-être des réponses dans cette enquête pour comprendre où est ce dernier chapitre, peut-être pourquoi l'auteur Alan Conway est mort. Et donc voilà, elle va mener l'enquête pendant 6 épisodes. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est ce côté deux époques en même temps qui sont assez bien. Voilà, les transitions sont assez fluides, je dirais. En particulier, c'est assez bien conçu. Et tu as le côté un peu roman à tiroir. Donc en fait, il y a des petits indices comme ça qui sont un peu partout. Tout ne fait pas sens au début et tout va finir par faire sens, quoi. Donc vraiment très très bien conçu. Voilà, donc moi je trouve ça assez passionnant. Alors certes, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas, je disais, c'est plus du cozy mystery parce que il n'y a pas de sang, hein, donc ces enquêtes criminelles comme ça, mais des petites enquêtes sympathiques. Je trouve que quand on veut se distraire, on n'est pas obligé de choisir de la daube non plus. Et là, en termes de distraction, on a quelque chose de très très plaisant à regarder, solidement interprété. J'ai pas encore mentionné que l'actrice principale, donc qui joue le rôle de Suzanne, mais en fait, je l'ai vue dans une autre série qui s'appelait Mum, série anglaise aussi. J'avais beaucoup aimé. La retrouver ici, ça me faisait plaisir en fait. Moi, je suis pas quelqu'un je pense qu'il tourne surtout pour la télé en Angleterre, donc forcément ça s'exporte assez peu, et donc la retrouver comme ça était assez plaisant aussi. Donc, par ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce thème, mais Mum, c'est aussi une série que je pourrais conseiller. Voilà, alors j'ai découvert en préparant l'épisode qu'il y a même une sorte de suite, parce qu'en fait Anthony Horowitz, il a écrit dans la série des Magpie Murders au moins 2 autres romans, dont le deuxième a été adapté en série pas très très longtemps, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, ça n'a pas été adapté en série. Ah si, ça a été adapté en série, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir, et je ne suis pas certain que ça a été traduit en français le roman. Le premier en tout cas a été bien traduit en français, donc ça on peut le retrouver. D'accord. Et puis, alors je veux dire que Anthony Horowitz, c'est quand même quelqu'un que j'ai lu voilà. Dans jeune. Si je regarde sur la page Wikipédia, je pense en avoir lu presque 10 de lui, donc oui, voilà. je me souviens très très bien, avec une certaine nostalgie. D'ailleurs, je me demande si, je vois qu'il y a pas mal de titres jeunesse, j'espère pouvoir trouver quand même quelque chose qui soit axe plutôt, qui sorte un peu du genre jeunesse, mais qui reste de qualité. Et alors apparemment, il a écrit d'autres choses, je ne sais pas si c'est que pour la jeunesse, c'est quand même beaucoup pour la jeunesse. Mais en tout cas, ce livre-là, voilà, ça c'est un nom, ça c'est clairement la littérature adulte. Oui. Et alors, c'est pas son premier livre qui est vraiment adapté au cinéma, parce que je vois Stormbreaker, c'était l'équivalent d'un James Bond enfant. Je me souviens avoir vu passer ça au ciné aussi, sans avoir vu le film, mais je pense vraiment en avoir lu une dizaine. Et alors l'actrice dont je ne retrouvais plus le nom, qui interprète l'éditrice, c'est Leslie Manville, voilà, qui rôle très différent de la série Mum, mais que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aimerais bien suivre. Et puis alors, en parlant peut-être de séries criminelles, je vois qu'il a écrit quelques James Bond. Ah oui, écoute, tu m'apprends. J'avoue que j'ai pas étudié toute sa biographie. Non, il s'est lancé là-dedans et il a écrit des scénarios pour la série Hercule Poirot et pour Inspecteur Barnaby. Pour terminer. Oui, pour terminer. Alors, c'est une sous-catégorie bien distincte. Je ne pouvais pas faire un épisode sans parler de science-fiction, donc avec I Am Legend, qui a été traduit par Je suis une légende. C'est un livre qui a été écrit par Richard Matheson et ça a été également adapté au cinéma par Francis Lawrence. Alors, de quoi s'agit-il? Si on parle du livre, c'est publié en 1954. C'est un roman assez clé si on parle de tout ce qui est post-apocalyptique. On va suivre un scientifique, Robert Neville. On a l'impression que c'est le dernier survivant d'une catastrophe qui a transformé la majorité de l'humanité en créatures nocturnes qui donnent l'impression d'être des vampires. Il vit retranché dans sa maison qui a été adaptée pour résister aux attaques quotidiennes de ces vampires. Pendant la journée, il a l'occasion de se concentrer sur son travail, étant donné que ces créatures ont disparu. Il se consacre donc sur son travail, mais également sur sa survie, la recherche de nourriture. Il élimine des créatures vulnérables qui sont restées à la lumière et il répare son système de défense. Tandis que la nuit, il y a ce côté charge mentale
où il vit cloîtré et il espère que ses défenses, entre guillemets, les portes cloisonnées, les fenêtres cloisonnées également, vont tenir le coup. Dans un autre, il doit essayer d'un peu repousser des vagues de créatures. Mais au-delà de cette survie, il se lance dans des recherches scientifiques pour essayer de comprendre cette transformation, de rationaliser la présence même de ce phénomène qui a l'air surnaturel et d'avancer son protocole de recherche et ses tests. Le récit en général, si je me souviens bien, que ce soit au ciné ou dans le livre, il est parsemé de flashbacks. On va voir sa vie passée avant cet événement, sa vie en couple, jusqu'à la progression vers cette catastrophe et l'effondrement de la civilisation telle qu'on la connaissait. Ça, on va vraiment alterner entre ce genre de contraste. On va voir l'isolement au jour le jour et les moments d'humanité avec la vie, avec sa vie passée. Petit à petit, il va y avoir certains événements qui vont venir perturber ce genre d'équilibre, si on peut parler d'équilibre, et remettre en cause ces certitudes. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Et de manière générale, j'ai trouvé que j'ai eu l'occasion d'abord de voir le film et de lire le livre bien après. Les fins sont différentes. D'ailleurs, donc, dans le film, il y a une fin assez marquante. Dans le livre, elle est totalement différente et on comprend l'œuvre d'une autre manière. Donc c'est intéressant de voir un autre point de vue avec une fin totalement à l'opposé. Et j'ai trouvé que c'était un récit, si on parle du livre, très efficace, avec une belle atmosphère. Et si on devait parler du cinéma, une superbe interprétation, je m'en souviens bien, de Will Smith, qui en fait tient le rôle à lui tout seul, étant donné qu'il n'y a aucun dialogue avec ces créatures, évidemment. Quelques bribes de discussion durant les flashbacks, mais qui n'apporte pas le même genre d'intensité. Donc, il doit porter le film à lui tout seul, nous faire partager toutes ses émotions, ses moments de doute. Donc, ça, c'était une œuvre qui devrait figurer dans son top 2 ou 3 de performance, sans aucun doute. Et oui, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, tu as sûrement vu le film? Ah non, hein. Non, c'est quand même... Tu ne l'as jamais vu? Non, voilà, moi, c'est vraiment le genre de film que je vais éviter, justement. Non, moi, c'est le genre que je n'aime pas, tu sais bien. Donc, non, mais je vois par contre dont il s'agissait. Donc, voilà, surtout, je me rappelais l'affiche. Non, ça malheureusement, je t'ai déjà donné 3 épisodes sur la science-fiction. C'est au-dessus de mes forces. D'accord. Alors, il faut le voir peut-être comme post-apocalyptique, mais pas de la science-fiction hardcore. Pour moi, voilà, ça reste pas mon genre de prédilection. Très bien. Alors, on termine en fait sur une note négative. Mais non, il en faut pour tous les goûts, hein, Maxime, ouais. Tu sais bien. Donc, au moins, nous pouvons couvrir à deux des choses très différentes et contenter beaucoup de monde. Oui, c'est la force du podcast d'avoir des opinions divergentes. Et puis alors, ça termine l'épisode sur les années 50. J'espère que ça vous a plu. Je trouvais que c'était un concept intéressant. Donc, on fera sûrement une autre décennie dans un épisode futur. Et on vous dit à très bientôt. Alors. Merci, Tim. À la prochaine. Certainement. À bientôt, Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.